correction de l'exercice 19, page 195. On vous parle de Félix Baumgartner qui a sauté et on a ici quelques renseignements sur son saut. On vous dit que les frottements de l'air sont négligeables. On vous donnait aussi sa position et sa vitesse. Première question, il faut justifier que Félix Baumgartner est en chute libre sur les 20 premières secondes de la chute. Donc effectivement, on vous dit que lorsqu'il a sauté d'une altitude de 39 km jusqu'à ce qu'il atteigne 37 km, les frottements de l'air sont négligeables. Donc ça signifie qu'il n'est soumis qu'à son propre poids, donc effectivement, il est en chute libre. Ensuite, en deuxième question, on vous demande donc de reproduire le schéma, ici du document B, et de construire le vecteur V2. Donc ça, on l'a vu au chapitre 9. On a ici, pour construire, donc déjà, rappelons-nous, comment est-ce qu'on fait pour construire un vecteur vitesse? Par définition, la vitesse V2, ce sera égal à la distance M1, M3, donc qui entoure V2, divisé par 2 fois le temps. Alors le temps, on le connaissait, puisqu'on nous disait que le point est repéré toutes les 5 secondes. Donc 2 fois ce temps-là, ce sera déjà 10 secondes. Maintenant, il va falloir déterminer M1, M3. Donc pour déterminer M1, M3, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir prendre une règle et on mesurait à la règle une distance M1, M3 de 2,1 cm. Mais ce n'est pas effectivement, évidemment, la distance réelle. Vous aviez ici, en orange, une échelle de distance. Donc il fallait prendre la règle et mesurer à quoi correspondaient ces 325 mètres. Donc il va falloir qu'on utilise notre échelle de distance. Et on constatait que 325 mètres sur le papier étaient représentés par 0,8 cm. Donc on va pouvoir convertir ces 2,1 cm à la vraie distance en réel en faisant un petit produit en croix. On sait que 0,8 cm sur le papier correspondent à 325 mètres. On cherche, nous, 2,5 cm à quoi il correspond. Quand on faisait notre produit en croix, donc en multipliant 2,1 par 325 et le tout divisé par 0,8, on trouvait que M1, M2 est égal à 853 mètres. Donc ici, cette distance-là, elle vaut 853 mètres dans la réalité. Donc on a M1, M2, on a M1, M3, on a la durée de taux, donc on peut en déduire la vitesse qui vaut 85,3 mètres par seconde. Mais là, il va falloir maintenant tracer ce 85,3 mètres par seconde. Alors, on avait une autre échelle qui est donnée, c'est une échelle pour les vitesses. Donc, cette échelle, c'est une échelle, elle était en verte. Et cette échelle, quand on prenait notre règle, on voyait que ici, les 200 mètres par seconde, sur le papier, étaient représentés par 2,1 cm. Donc, on va faire la même chose, on va chercher à quoi correspondent les 85,3 mètres par seconde sur le papier. En faisant un petit produit en croix, on trouvait pour V2 0,9 cm. Donc il va falloir venir tracer un vecteur ici, V2, qui aura le même sens, la même direction et qui va mesurer 0,9 cm. Donc ici, V2, 0,9 cm. Alors, là, c'est bien, on a refait les calculs, ça nous fait un peu réviser le chapitre 9. Il y avait une autre façon, beaucoup plus simple, pour déterminer V2, c'était de faire une lecture graphique, parce que évidemment, si on vous donne le graphique, en général, c'est pas pour rien. Donc V2, on sait qu'on va atteindre V2 au bout de 5 plus 5 secondes. Évidemment, on atteint le point V2 au bout de 10 secondes. Donc au bout de 10 secondes, ici, on pouvait regarder, on a un axe du temps. Au bout de 10 secondes, on regardait quelle était la valeur de V2. Donc, hop, on va se placer ici. 10, 20, 30, 40, 50. Donc, au bout de 10 secondes, on était à peu près ici. Et à peu près ici, on peut faire une lecture de ce que valait la vitesse. On avait deux axes pour les deux courbes. Donc, nous, c'est l'axe des vitesses qui m'intéresse. Et pour l'axe des vitesses qui m'intéresse, on a une vitesse effectivement de un peu moins de 100 mètres par seconde. C'est à peu près ce qu'on a trouvé, 85,3 mètres par seconde. Donc on l'a fait plus précisément, mais c'était une autre façon de le faire. Ensuite, on vous demande de comparer
V1 et V2, ben, on voit bien que V1 et V2, ben, elles ont le même sens, la même direction, mais elles n'ont pas la même valeur. Et on a V2 supérieur à V1. Ensuite, en dernière question, on vous demandait est-ce que la chute de Félix Baumgartner est en accord avec le principe d'inertie ou sa contraposée? Donc on ne vous demande pas s'il est en chute libre, hein, on l'a déjà dit, la chute libre, effectivement, il était en chute libre au début, hein, les 10 premières secondes ou les 20 premières secondes. Là, c'est pas ça qu'on vous demande, on vous demande est-ce que c'est en accord avec le principe d'inertie? Donc le principe d'inertie, c'est quoi? C'est si les sommes des forces s'annulent, se compensent, alors la vitesse est constante. Donc on avait noté que c'était un mouvement rectiligne uniforme. Ou inversement, quelque chose qui est en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces se compensent. La contraposée, c'est le fait de dire que justement, quelque chose qui n'est pas soumis à des forces qui se compensent, alors n'est pas en mouvement rectiligne uniforme. Et la réciproque est vraie. Bah, ici, hein, on va revenir à notre exo. Ici, bah justement, il n'est pas soumis. On voit bien que le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. Donc, il n'est pas en accord avec le principe d'inertie. Donc si ce n'est pas en accord avec le principe d'inertie, c'est que c'est plutôt en accord avec la contraposée du principe d'inertie, hein, parce que il n'est pas en mouvement rectiligne uniforme ou parce que les mouvements qui s'appliquent au système ne se compensent pas. Il est conforme à la contraposée du principe d'inertie car le mouvement n'est pas rectiligne uniforme.